Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le procès de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba se poursuit devant la Cour pénale internationale. Le procureur a requis 8 ans de prison à son encontre pour subornation de témoins. Au Zimbabwe, le congrès annuel du parti au pouvoir ZANU-PF s'est ouvert le 13 décembre, un rassemblement tenu dans un contexte tendu marqué par une économie en berne et des tensions sociales. Au Sénégal, les autorités poursuivent leur volonté de développer le réseau ferroviaire. Le président Macky Sall a inauguré le lancement des travaux d'une voie ferrée à Dakar pour désengorger la capitale. 8 ans de prison, c'est la peine requise par le procureur à l'encontre de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins. Une peine en vue d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les violences commises par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003. Mariama Dramé. La saga judiciaire de Jean-Pierre Bemba se poursuit à La Haye, aux Pays-Bas. Après avoir été condamné à 18 ans de prison, le procureur de la Cour pénale internationale a requis 8 ans de prison pour Jean-Pierre Bemba. L'ancien chef de guerre congolais est cette fois-ci reconnu coupable de subordination de témoins afin d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette peine, c'est à la taille de ce qui s'est passé. Parce qu'il ne sert à rien que dans un procès, un justiciable se permette de suborner les témoins, de corrompre les témoins et de les amener à prendre cause pour lui. Premier procès dans l'histoire de la Cour pénale internationale, non seulement pour subordination d'une part, mais aussi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité d'autre part. Si les 8 ans requis sont confirmés, il s'agit selon certains experts d'un signal fort pour tout autre détenu qui tentera de détourner un témoin. Nous sommes sans savoir que devant la Cour pénale internationale, c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de torture et je dirais même crimes d'agression qui sont poursuivis. Il faut laisser la justice faire son travail que de vouloir amener les témoins à se ranger derrière soi. À partir de la décision qui sera rendue, que des gens soient dissuadés à vouloir détourner les témoins de la charge qui leur revient, qui est celle de dire la vérité et rien que la vérité. Condamné en juin 2016 à 18 ans de prison pour les délits commis par sa milice, le MLC, en Centrafrique, entre octobre 2002 et mars 2003. Fin septembre 2016, il avait interjeté appel de sa condamnation. Le bureau de la procureure, de son côté, n'a toujours pas répondu à cet appel. Au Burkina Faso, le député et 4e vice-président du Congrès pour la démocratie et le Congrès, Salifou Sawadogo, a été placé en détention ce jeudi 15 décembre. Il est soupçonné de complicité avec les auteurs présumés du coup d'État manqué de septembre 2015. Après avoir été auditionné ce jeudi, il a été déféré à la maison d'arrêt et de correction des armées par le juge d'instruction en charge de l'enquête. 91 personnes sont désormais mises en cause dans cette affaire. Au Zimbabwe, le congrès annuel du parti du président Robert Mugabe, la ZANU-PF, se tient du 13 au 18 décembre 2016. Un congrès qui se déroule dans un contexte de tensions sociales et de difficultés économiques. Pour faire face à ces défis, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité à son parti. Deogracias Podo. Entamé mardi 13 décembre 2016, le congrès annuel du parti du président Robert Mugabe, la ZANU-PF, prendra fin le 18 décembre 2016. Un congrès qui se tient dans un contexte tendu marqué par de multiples querelles intestines qui semblent affaiblir le parti présidentiel. Pour plusieurs experts, ces divisions qui sont parfois affichées publiquement peuvent être interprétées comme une incapacité du chef de l'État à garder son emprise sur le parti et à concilier ses troupes. Depuis quelques années, 2 principaux clans se sont formés, notamment celui des proches du vice-président Emerson Mnangagwa, qui comprend une partie de l'armée et des services de renseignement, puis un autre clan surnommé le G40, composé essentiellement de jeunes leaders. 2016 has been quite disturbing too. Pour notre parti, 2016 est une année assez difficile. Nous avons échoué en tant que dirigeants dans notre rôle de faire preuve de maturité et de discipline. C'est ce que les membres attendent constamment de nous. The high levels of maturity and discipline expected of us
at all times. Pour le compte de ce congrès annuel, environ 7000 cadres de la ZANU-PF se sont retrouvés pour discuter des problèmes qui minent leur formation politique. L'économie zimbabwéenne est aujourd'hui au plus bas et les tensions sociales demeurent très fortes à travers le pays. Le président Robert Mugabe, qui devrait être désigné une nouvelle fois candidat à la présidentielle de 2018, joue la carte de l'apaisement. Nous ne devrions jamais écouter nos détracteurs. Nous ne devrions pas permettre d'être utilisés comme des pions par ceux qui cherchent à faire avancer leur ambition personnelle, au lieu de servir l'intérêt général du parti et du peuple. Parmi les nombreuses interrogations qui suscitent des tensions au sein de la formation politique, la question de la succession du président Robert Mugabe. Certains soupçonnent le leader zimbabwéen de vouloir positionner sa femme nommée récemment à la tête de la Ligue féminine du parti. D'ici là, la ZANU-PF va sans doute s'atteler à aplanir ses divergences internes et défier l'opposition qui, elle aussi, de son côté, se mobilise pour mettre fin à la suprématie du parti présidentiel. Dans l'actualité également, l'opposant gabonais Jean Ping, qui revendique sa victoire à l'élection présidentielle d'août 2016, a saisi ce jeudi 15 décembre la Cour pénale internationale contre le pouvoir gabonais. L'opposant estime que les violences commises avant et après l'élection présidentielle d'août 2016 représentent un crime contre l'humanité. Le pouvoir fait état de 4 victimes quand l'opposition affirme avoir identifié au moins 22 personnes assassinées après l'annonce des résultats. Notons que la CPI n'est pas soumise à un délai pour étudier ce dossier et qui peut aboutir à une décision quand elle le décidera. En Guinée, un vent d'incertitude a soufflé sur l'accord politique signé le 12 octobre 2016 entre le gouvernement et l'opposition. Les partis d'opposition ont récemment dénoncé une tentative de violation de l'accord portant sur le code électoral. Tout serait parti d'un document faisant office de projet de loi. Reportage d'Emmanuel Milimono, commenté par Birama Sonera. Léger moment d'inquiétude pour l'opposition après la soumission d'un projet de loi erroné à l'Assemblée nationale. Le gouvernement s'est rétracté et a rassuré les partis d'opposition qu'il s'agissait d'une erreur en ce qui concerne le projet de loi portant modification du code électoral à l'Assemblée nationale. Ce document qui ressort des accords politiques du 12 octobre 2016 consacre une révision du code électoral en vue de l'adapter au nouveau contexte d'organisation des élections municipales et locales. Le projet de code électoral qui a été transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement ne reflète pas les dispositions de l'accord en la matière. Nous avons dit donc que c'est extrêmement grave. C'est déjà une première violation par le gouvernement de ses propres engagements, parce que dans cet accord politique du 12 octobre, il est prévu des dispositions particulières pour l'organisation des communales, notamment pour la désignation des chefs de quartier du district. Cette erreur aurait pu coûter la stabilité relative qui règne actuellement dans le pays après la signature de ces accords par les différents camps politiques. Les conclusions obtenues lors de ces 5e tête-à-tête entre le pouvoir et l'opposition prévoient notamment des dispositions qui ne peuvent être appliquées qu'à la suite d'un vote du Parlement. Le projet de loi concerné aurait été vidé de son contenu selon les opposants. Mais au sein de la mouvance, on parle plutôt d'un faux débat. Le ministère de tutelle qui doit déposer s'est même exprimé pour dire que aucun document ne peut être à l'Assemblée sans que ce document ne puisse respecter l'esprit des conclusions issues du 5e dialogue. Donc, il faut que toutes les parties puissent se mettre d'accord. Nous sommes pour le respect scrupuleux des conclusions issues du 5e dialogue. Tout commence le 16 août 2016 lorsque l'opposition appelle à une manifestation dans les rues de la capitale. Une mobilisation qui va coûter la vie à un jeune Guinéen sur le chemin du retour. Les manifestants demandaient alors l'ouverture d'un dialogue et l'organisation d'élections locales. Le président Alpha Condé s'impliquera personnellement par la suite en appelant le chef de file de l'opposition à un entretien. L'accord trouvé le 12 octobre 2016 est considéré comme celui de la dernière chance. Au Sénégal, le président Macky Sall a procédé le 14 décembre au lancement de la première phase des travaux du projet de train express régional. La construction de cette infrastructure a pour objectif de désengorger la capitale Dakar et ses environs. La livraison de ce projet est prévue pour janvier 2019. Birama Sonera.
D'un coût global de 568 milliards de francs CFA, la première phase du projet TER au Sénégal s'étendra sur 36 km. Le train express régional portera sur un linéaire total de 55 km et desservira 14 gares entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne en passant par Diamniadio. Ce projet, premier du genre en Afrique de l'Ouest, sera réalisé grâce à une contribution de plusieurs institutions financières, dont la Banque africaine de développement. L'objectif de cette nouvelle infrastructure est d'améliorer la mobilité urbaine dans la capitale sénégalaise et ses environs. Le TER répond à une nécessité impérative de désengorger Dakar et ses environs. Deuxièmement, le TER répond à un besoin logique de mieux connecter Dakar, le pôle urbain de Diamniadio et le pays profond. Enfin, troisièmement, le TER répond au rendez-vous de la mise en service l'année prochaine de l'aéroport international Blaise Diagne. Avec une vitesse maximale de 160 km par heure, le train express régional reliera le centre-ville de Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne dans la localité de Diass en 45 minutes. Il a une capacité de 500 places et pourra transporter jusqu'à 115 000 passagers. Le train sera sur un mode électrique et thermique. Il s'agit de réaliser un chemin de fer à traction électrique, moderne, rapide et à écartement standard. Le premier en Afrique de l'Ouest, j'allais dire en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud. Plus qu'une évolution, c'est assurément une révolution technologique que nous entamons à partir d'aujourd'hui. Nous constatons d'ailleurs que l'Afrique subsaharienne est en train de sauter une génération technologique. Le Sénégal est fier d'être le peloton de tête de ce mouvement. L'inauguration de la première phase de cette infrastructure est prévue pour le 14 janvier 2019. Les futures étapes de ce projet sont les villes de Saly, Mbour et Thiès. En outre, le chef de l'État sénégalais a réaffirmé sa volonté de relancer le chemin de fer Dakar-Bamako, un projet qu'il considère rentable pour l'émergence économique du Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.